Bonjour, bienvenue à la conférence sur les métiers de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la restauration. Nous sommes à l'atelier Canopée 16 d'Angoulême en partenariat avec le FOP. Donc aujourd'hui, nous recevons Monsieur Gadon et Monsieur qui vont nous parler de ces métiers qui sont pour nous au quotidien des métiers qui donnent envie, puisqu'on rencontre ces professionnels quand on va au restaurant, quand on est en vacances. Donc, ce sont plutôt des métiers qui font rêver. Je vous laisse la parole. Comme tu veux. Très bien, bonjour à tous. Moi, je vais donc vous parler des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. À Cécile Campus, nous formons des jeunes sur les métiers du service et sur les métiers de la cuisine. Pour faire ces formations, nous avons une équipe pédagogique qui est composée de professionnels des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi des enseignants du domaine général. Nous avons également des plateaux techniques, c'est-à-dire tout un espace, flambant neuf d'ailleurs, équipé de cuisine, un laboratoire de pâtisserie, un restaurant pédagogique et équipé d'une terrasse. Et nous avons également des salles de technologie, des salles de cours, ainsi qu'une chambre d'application, puisque sur le diplôme des métiers du service, maintenant, il y a une partie hébergement. Par rapport aux diplômes qui sont enseignés sur ces professions-là, on va retrouver des CAP, des CAP aussi bien pour les métiers du service que pour les métiers de la cuisine, aussi des brevets professionnels sur les métiers de la cuisine et les métiers du service, un CAP en production de services restauration qui est plutôt un CAP orienté vers la collectivité, certains types de restauration rapide et de la cafétéria, où là, on a des productions de cuisine et également des productions de services comme celles que l'on peut trouver. Il présente déjà les diplômes et tout. Concernant les CAP, donc les CAP sont des formations qui se font 2 ans. Ensuite, on peut faire des poursuites d'études sur une année avec une mention complémentaire. Donc, sur le CAP du service, la commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, puisque c'est son nom, on peut avoir une poursuite d'études sur une mention complémentaire employé barman, ce qui est nouveau, puisque nous l'avons ouvert cette formation en septembre 2021. Concernant les CAP cuisine, les poursuites d'études possibles sont une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant, où là, le jeune qui est titulaire de son CAP cuisine se spécialise pendant une année sur le dessert à l'assiette. Également, les jeunes apprentis des deux métiers, on va dire, sur la cuisine ou sur le service, peuvent faire une poursuite d'études sur des brevets professionnels en 2 ans également, après l'obtention du CAP cuisine ou du CAP service. Voilà. Ça, c'est pour les poursuites d'études qui sont possibles. Et ensuite, la formation du CAP PSR, elle aussi, peut faire l'objet d'une poursuite d'études pour quelqu'un qui aurait démarré pour voir un petit peu à quoi correspondaient ces métiers qui souhaiterait approfondir un peu pour poursuivre sur un CAP, soit un CAP restaurant, soit sur un CAP cuisine, pour être vraiment sur de la restauration, on va dire, commerciale cette fois-ci. Voilà. Peut-être parler comment on peut accéder à ces formations. Donc, les formations sont ouvertes à des jeunes de 15 ans jusqu'à 29 ans. Si on entre en formation à 15 ans, il faut sortir d'une classe de 3e. Comment faire? Donc, se préinscrire sur le site de CCI Charente Formation, une préinscription. Ensuite, la recherche d'un employeur. Donc, la recherche de l'employeur peut se faire seul ou accompagné par le centre de formation. Nous avons, nous, sur le pôle, des personnes dédiées sur le développement et qui peuvent accompagner pour la recherche d'emploi, vous mettre en relation avec des entreprises et puis vous accompagner jusqu'à la signature du contrat, en fait. Voilà. Ensuite, donc, la signature du contrat, c'est le début de l'aventure.
Et nous sommes partis pour 2 années, en principe, sur une formation qui aboutira au fait de passer le diplôme de la spécialité. Les qualités requises pour les métiers, on peut aborder également les qualités requises pour ces métiers-là. Ce sont des métiers de contact pour la partie service. Donc, être plutôt respectueux, pouvoir s'exprimer aisément, être courtois, avoir une bonne capacité d'écoute parce que la clientèle a besoin d'être entendue, d'être comprise. Aimer également travailler en équipe. Parce que là, dans un établissement comme un restaurant, on est rarement seul. On a une équipe autour de soi, aussi bien en service qu'en cuisine. Les qualités par rapport au métier de cuisinier sont un petit peu différentes, même si elles reprennent également celles du serveur. Je rajouterais qu'il faut être méthodique, organisé, rapide, avoir un esprit créatif. En tout cas, cultiver cet esprit créatif sont des métiers de plaisir, sont des métiers où on travaille des produits plus ou moins nobles, c'est pas le souci, mais en tout cas, on les met en valeur de façon à faire plaisir à la clientèle et à la personne pour laquelle on cuisine. Et puis aussi, on doit respecter dans ces métiers-là des règles d'hygiène qui sont strictes. Donc déjà, voilà un petit peu la tendance, même si on a 2 ans, effectivement, pour apprendre toutes ces qualités, on va dire, pour les appréhender, il faut déjà avoir, je dirais, un profil, on peut parler de profil déjà un petit peu prédestiné. Merci. OK. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Lavigne, avant de passer la parole à Monsieur Gadon? Pas de questions. Pas de questions. Donc, je me présente, Monsieur Gadon, je suis responsable du centre de formation d'apprentis de Barbezieux, où on forme au métier de bouche. Donc, il n'y a pas que des métiers de bouche, parce qu'on était sur les métiers d'art tout à l'heure. Il y a différents autres métiers, mais entre autres les métiers de bouche. Alors, métier de bouche, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond, mais c'est des métiers de l'artisanat qui regroupent, je pense que vous y êtes amené à y aller de temps en temps, entre autres les pâtissiers, les boulangers, on y va, les bouchers et les charcutiers. Voilà, c'est les 4 métiers que l'on forme sur le campus de Barbezieux. Donc, c'est des métiers qui dépendent de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, c'est un centre de formation au même titre que le centre de formation où ils forment dans les métiers de l'hôtellerie. Donc, c'est sur des jeunes qui sont sous contrat d'apprentissage. Donc, pour rentrer dans un CFA, donc il faut avant tout signer un contrat d'apprentissage pour pouvoir passer une formation. Donc, on a des cursus qui vont de 2 ans, voire 7 ans pour dans certaines professions. Donc, le diplôme de base, c'est le CAP. Donc, dans les 4 métiers, que ce soit boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, le diplôme de base, c'est le CAP. Après, il y a des mentions complémentaires aussi. Donc, il y en a en pâtisserie, en boulangerie. Donc, la mention complémentaire, ceux qui aiment bien continuer en pâtisserie vont découvrir le métier du chocolat. Donc, c'est pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur spécialisé, PGCCS. Donc, voilà, donc c'est une transition pour après venir sur un brevet technique des métiers. Donc, sur le CFA de Barbezieux et dans tous les CFA des chambres de métiers, on forme à des diplômes de l'éducation nationale, donc les CAP, les brevets professionnels comme vous avez la CIFOP en cuisine. Nous, on l'a en boucherie et en boulangerie, mais on forme aussi au diplôme des chambres de métiers, je veux dire le BTM, le brevet technique des métiers et le brevet de maîtrise. Donc, c'est les diplômes, ceux qui sont vraiment, qui veulent faire une poursuite d'études. Donc, c'est des métiers qui sont plus ouverts, c'est des diplômes qui sont plus ouverts sur le domaine professionnel, avec pas l'enseignement général, mais il y a de l'anglais. Après, dans les autres matières, c'est surtout ce qui est lié à la gestion, à l'organisation de travail, gestion des travail, commercialisation. Et puis après, tout le domaine pratique, bien sûr, qui est important sur ces diplômes-là. Donc, on peut faire un CAP, ça c'est le diplôme de base, une mention complémentaire, et après, derrière, 2 ans, un BTM. Et après, il y a aussi le brevet de maîtrise. On n'a qu'un seul brevet de maîtrise sur Barbezieux, qui a été mis en veille cette année, mais qu'on va peut-être ouvrir à la rentrée, qui est le brevet de maîtrise boucher, charcutier, traiteur. Donc là, qui est un parcours de 2 ans. Donc, le jeune peut avoir fait ses 7 ans d'études et rester
dans le domaine du contrat d'apprentissage et de l'artisanat. Alors l'intérêt des métiers de bouche, aujourd'hui c'est un métier quand même, enfin c'est un secteur en développement. Alors c'est vrai que la crise de la Covid a peut-être fait sensibiliser les jeunes à peut-être aller dans le commerce de proximité, parce que c'est ça avant tout, les artisans ils sont installés dans les villes et dans les campagnes, et on avait tendance à aller dans les grandes surfaces pour aller faire ses courses. C'est vrai que la crise du Covid a peut-être poussé un petit peu plus loin à prendre le trottoir, à aller voir l'artisan du coin pour acheter un steak ou une côte de bœuf, si vous voulez, c'est très bon. En tout cas, aller voir le boucher alors qu'on n'avait pas forcément cette démarche-là. Et c'est vrai qu'il y a eu un chiffre d'affaires important qui s'est développé pendant cette période de confinement et à suivre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont tentés par ces métiers-là. Donc c'est vrai qu'il y a un renouvellement à avoir. Et aujourd'hui, si on compte le nombre de boulangeries et pâtisseries annexées au CAT d'Angoulême, on sent bien que c'est quelque chose qui se développe et qui va perdurer en tout cas. Mais j'expliquais tout à l'heure ce qu'étaient les métiers d'art, mais les métiers de bouche, c'est pareil, c'est un métier de savoir-faire. Comme expliquait M. Lavigne par rapport à la cuisine, on transforme une matière. Donc, obligatoirement, il y a les mains qui vont aider à faire cette transformation de cette matière. Et après, bien sûr, il y a tout un côté de savoir-faire qui est important, mais aussi de savoir-être. Il parlait d'hygiène. Donc, c'est des métiers avant tout qui sont liés à l'hygiène. C'est la première compétence à avoir, c'est de savoir les règles d'hygiène dans ces différents métiers supports. Et aussi lié à l'organisation de travail, la gestion des denrées, les transformations. C'est aussi la création, alors peut-être un peu plus en cuisine que dans les métiers de bouche, mais si on voit par exemple la charcuterie, qui est quelque chose qui est, nous, c'est plus générationnel. Sûrement que les parents, voire les grands-parents, aimaient bien aller chez le charcutier, il y en a quand même de moins en moins. Mais aujourd'hui, il y a tout un travail un peu pour faire une charcuterie un peu plus contemporaine, plus évolutive, on va dire. Donc il y a tout un travail un peu d'évolution de ces métiers-là. Et la pâtisserie aussi, aujourd'hui, on crée beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Il y a toujours le côté classique, mais aussi le côté créatif. Donc, c'est des métiers qui sont quand même relativement, je ne vais pas dire durs, mais il y a quand même des horaires, que ce soit en boulangerie ou en pâtisserie, parce qu'on travaille plus le matin, tandis que la restauration, c'est midi et souvent le soir. Donc, nous, c'est plus tôt le matin et libre un petit peu tôt l'après-midi. Donc, voilà, c'est des horaires particuliers. Et c'est des petites équipes. Chez l'artisan, il y a la partie vente qui est généralement orchestrée souvent par la compagne de l'artisan. Souvent, ils tiennent ça en couple. Donc, et puis quelques vendeurs et vendeuses. Et le reste du temps, le reste, ils sont dans le laboratoire. Donc, c'est les petites équipes qui vont de 3 à 10 à peu près. Mais, voilà, donc, mais en tout cas, c'est des métiers qui sont aujourd'hui, qui sont demandeurs d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de recherche d'emploi dans les métiers de bouche. En boulangerie, on recrute beaucoup. Alors, il y a aussi l'artisanat, mais les GMS, les grandes surfaces, forment aujourd'hui des apprentis. Donc, il y a des carrières qui se font aussi dans les grandes surfaces. Et de plus en plus, ces grandes surfaces se mettent à produire sur place, que ce soit le pain, la pâtisserie, la charcuterie, ça commence à revenir. Donc, voilà, donc c'est aussi des métiers qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Il n'y a pas que des artisans qui recrutent aujourd'hui dans les métiers de bouche. Et après, c'est des métiers valorisés, donc c'est vrai qu'on peut s'exprimer de différentes façons, alors comme dans tout métier, mais il y a une façon de concrétiser un savoir-faire. Il y a pas mal de concours dans ces métiers-là qui permet de pas passer, enfin d'avoir son diplôme, bien sûr, mais c'est aussi s'exprimer différemment. Et donc les concours professionnels, il y en a pas mal dans les métiers de bouche. Donc c'est intéressant de aussi se confronter et de pouvoir se réaliser par rapport à ça et de se confronter à d'autres jeunes et pas pouvoir jouer son examen, on va dire, sur une évaluation qui peut être différente. Je sais pas, il n'y a pas de questions, ils n'ont pas de questions à poser. Ces métiers, santé. Oui. Vous m'avez le lire. Si je peux pas mimer. Alors, je pense que c'est comme la cuisine. Alors, charcutier, boucher, il y avait très peu de jeunes filles. Il y en a, maintenant il y en a. Et on était content parce qu'on a une jeune fille qui va aller en finale de meilleur apprenti de France en charcuterie. Là, ça fait 3 ans, on a eu 2 médailles d'or et donc là, cette jeune va concourir dans le centre d'agriculture à Paris pour la finale nationale.
Et en boucherie, on a 2 filles actuellement et franchement, elles travaillent très bien. Enfin voilà, c'est des métiers qui commencent à avoir une mixité qu'il n'y avait pas avant et qui évoluent. Alors en pâtisserie, on en a beaucoup. Ça, il y en a toujours, bon, il y en a de plus en plus, hein. Et en boulangerie aussi, on commence à avoir des jeunes filles qui se lancent dans la boulangerie. Alors les artisans les apprécient parce qu'elles sont plus minutieuses, elles sont au niveau de l'hygiène, c'est mieux. Enfin, il y a des qualités que, alors je dis pas qu'elles n'ont pas de qualité, mais elles ont des qualités, voilà, sur la finition, sur pas mal de choses. Elles sont, voilà, en pâtisserie, elles sont très appréciées en tout cas. Donc il y a une mixité en cuisine, je pense en service, c'est pareil. Ça va être la même Vous chose. savez quelle est la proportion filles-garçons? Dans les métiers du service, on a quand même une proportion de jeunes femmes assez conséquente, mais il y a des garçons aussi, bien sûr. Ensuite, c'est sûr que par rapport à l'ensemble de ces métiers-là, il y a une possibilité d'évolution. C'est ça qui est intéressant, que ce soit les métiers de bouche, hein, dont parlait Eric, ou les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On a bon nombre de jeunes qui démarrent, qui font leur cursus, qui obtiennent le CAP et puis parfois d'autres diplômes et qui, au bout du compte, s'installent. Ce sont des métiers qui permettent, comme on dit, l'ascenseur social de façon assez facile. Si tant est que ce soit facile, mais en tout cas, ça permet un jour s'installer pour les personnes. Et on a, Eric, je pense que tu veux toi aussi en témoigner, de nos anciens élèves qui maintenant sont installés en pignon-sur-rue, ont des établissements reconnus, aussi bien dans les métiers de bouche que dans les métiers de la restauration. Donc ça, c'est important de se dire, quand on met le pied dans ces métiers-là, le métier de bouche, le métier de la restauration, qu'un jour, eh bien, quand le moment sera venu, si on veut avoir sa propre entreprise, être son propre patron, eh bien, ça sera possible. Ça, c'est déjà en termes d'avenir, ça permet de se projeter. Et c'est pas négligeable. Et est-ce qu'il y a des moyens particuliers pour s'installer, justement, quand on est jeune, qu'on s'est essayé sur plusieurs années dans une entreprise de prénom patron? Est-ce qu'il y a des possibilités ensuite pour s'installer à son compte? Plus facilement peut-être? Alors, disons que déjà, d'avoir commencé par le commencement, c'est-à-dire d'avoir une formation complète, de bien connaître et maîtriser son métier. Et ensuite, il faut mûrir. Une fois qu'on a obtenu le diplôme, il faut mûrir dans différents établissements. Ce qui est intéressant, c'est de passer quelques années dans un établissement, puis ensuite de changer encore un petit peu, de façon à augmenter un petit peu les compétences, parce qu'au fur et à mesure, quand vous changez d'établissement, quand vous changez même de région, dans les métiers de la cuisine, les métiers de bouche, on est bien le pays de la gastronomie, donc dans chacune des régions, il y a des spécialités, et on apprend des choses et des tours de main et des choses différentes. Donc ça, c'est important. Puis une fois c'est pour ça que je parlais de mûrissement, hein, des personnes, une fois qu'on se sent prêt, on a un petit peu, comme on dit, roulé un peu sa bosse, et bien à ce moment-là, on peut se fixer quelque part dans un lieu, dans le lieu qui plaira aux jeunes. Et puis après, pour s'installer, c'est la recherche de, soit on fait une création d'entreprise, soit on reprend un commerce qui a cédé. Et déjà, d'un point de vue des prérequis, la personne est donc un professionnel aguerri. Donc, d'un point de vue technique, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, si vous parlez peut-être en termes financiers, et il y a, pour les jeunes qui s'installent, il y a des aides qui peuvent être mises en place. J'ai travaillé à une époque à la Chambre de commerce où j'accompagnais justement les porteurs de projets. Alors, je pense que les aides, ça c'est il y a 5 ans, mais les aides ont dû changer, mais néanmoins, elles existent encore. Il faut monter les dossiers, il faut présenter son projet d'opposition, et ensuite, il y a des aides qui permettent, des aides financières, qui ne permettent pas à elles seules de financer le projet, mais qui peuvent se cumuler avec un apport personnel, avec des apports familiaux, ou alors des emprunts bancaires, tout simplement. Voilà. Ce qu'on pourrait conseiller, c'est que quand quelqu'un démarre et sur la première entreprise, c'est peut-être de ne pas investir dans une entreprise trop conséquente au début, mais commencer par une petite entreprise, se faire une première expérience en tant que chef d'entreprise, et ensuite on peut revendre cette entreprise, en racheter une un peu plus conséquente. Et voilà, il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps d'acquérir les compétences. Parce que le fait d'être un bon technicien, de bien connaître son métier,
Il reste à apprendre le métier de chef d'entreprise après. C'est pas tout à fait la même chose non plus, hein. C'est accessible, mais il faut encore une fois se faire conseiller, suivre les formations en termes de gestion de contrôle, c'est tout bête, mais savoir contrôler, calculer sa marge commerciale pour savoir calculer les bons prix et puis au bout du compte travailler pour gagner de l'argent et faire prospérer l'entreprise, c'est une notion qui est incontournable. On a des questions, ça. Salaire de boulanger, salaire d'un pâtissier. Là, je ne pourrais pas forcément vous le donner. Ça dépend ce que vous appelez d'un boulanger. C'est variable. Ça dépend s'il est à son compte, oui. Voilà, bah, s'il est à son compte, s'il est ouvrier, je pense qu'il commencera au SMIC. Hein, après, ça dépend quel diplôme il a, s'il est responsable d'équipe, voilà, ça dépend un petit peu. Et puis, le salaire c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au métier d'art, mais c'est valable pour tous les métiers de l'artisanat et voire de la restauration. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas communiquer sur les salaires des gens qui sont à leur compte. Donc, on ne sait pas combien gagne un chef pâtissier, un pâtissier, qui est artisan pâtissier, un artisan boucher, quel salaire il peut obtenir. Alors, c'est sûr qu'en début d'installation, son salaire, il va peut-être le laisser de côté parce qu'il ne gagnera pas tout de suite sa vie, hein, et il a d'abord tout à mettre en place. Donc, mais quelqu'un qui a 10 ou 20 ans d'installation, je pense que oui, il arrive à faire des bons salaires. Enfin, c'est un métier quand même qui permet d'avoir une carrière, mais puis voilà, c'est un niveau de vie quand même relativement agréable, mais il faut quand même, c'est pas un métier qui est simple, qui est dur quand même, parce que voilà, c'est des horaires, ce que j'expliquais, il faut commencer tôt le matin, mais bien sûr, il y a le travail aussi amène à certaines récompenses, donc il y a aussi, je pense, des moments où on arrive à passer des vacances. Comme les autres, c'est une question de tout à l'heure, et les métiers de bouche arrivent à avoir des plages horaires de vacances qui sont tout à fait en dehors des activités à l'année, mais c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus intenses, parce que les métiers de bouche, comme les métiers de restauration, il y a des périodes de saison, on va dire, comme les fêtes de fin d'année, les fêtes de Pâques, c'est le chocolat, les boulangers, entre la saison des galettes et tout, il y a plus d'activités, donc voilà, il y a un petit peu des différences de hausse de travail, on va dire. Donc c'est difficile de vous donner un salaire. Ça va être plus compliqué, puis ça dépend un petit peu le niveau aussi d'études qu'il y a eu. Puis il est graduel, le salaire au fur et à mesure que l'on va prendre des compétences, voilà, après, bien sûr, des connaissances. Dans l'entreprise, il peut y avoir une évolution de salaire dans l'entreprise. Hein. Alors après, les GMS, c'est sûr, quand on rentre dans une grande surface, après, il y a bien sûr toute la grille des salaires. On est embauché avec les salaires, mais il y a une progression et des formations qui peuvent être mises en place, donc c'est différent que chez un artisan. Hein. Mais je rejoins aussi la reprise d'entreprise. Hein. Dans les métiers de bouche, il y a beaucoup de boucheries, de boulangeries, des personnes qui partent à la retraite et qui de retrouvent sont entrepreneurs. Donc voilà, les jeunes adultes qui veulent reprendre ce genre d'entreprise, ils sont accompagnés. Hein. Il y a à la Chambre des métiers, on a des conseillers qui montent des dossiers pour que ce soit au niveau des prêts bancaires, de la gestion, voilà, les budgets prévisionnels, tout ce qui est lié un petit peu à l'installation. Donc, ils sont accompagnés pour pouvoir reprendre ces entreprises dans de bonnes conditions. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que plus on montera en niveau d'études ou voire en expérience, plus on aura facilité à se mettre à son compte parce qu'on va maîtriser un ensemble de choses qui vont vous faciliter la prise en compte de l'entreprise. Ça, c'est vrai que plus on monte au niveau études, plus on va travailler justement sur cette partie gestion du personnel, organisation de travail, gestion, budget, enfin tout ce qui est lié un petit peu à un travail d'un chef d'entreprise. Vous disiez, plus on monte au niveau des études et ça veut dire que est-ce qu'on peut s'arrêter à un certain diplôme, commencer à exercer et puis reprendre revenir en formation pour justement se perfectionner parce qu'on a justement envie d'aller un petit peu plus loin. Oui. C'est possible. Alors c'est vrai qu'on a constaté ça depuis au moins 4-5 ans, des décrocheurs, des jeunes qui ont suivi des études classiques universitaires des fois, hein, Bac plus 2, Bac plus 3, et qui ont été à un moment donné sensibilisés à des métiers, différents métiers, comme des métiers de bouche par exemple. On en a en pâtisserie, en boucherie, même en boulangerie, et qui viennent et qui veulent s'installer, donc ont des projets derrière, oui. Ils veulent créer quelque chose. L'an dernier, on avait une jeune femme qui avait fait
Elle avait, je crois, une maîtrise en psycho, et donc elle a tout arrêté. Et elle avait, c'était la partie bio qui l'intéressait. Donc elle a fait une formation d'abord chez un meunier pour apprendre à récolter et à utiliser de la farine bio. Et du coup, c'était travailler sa farine et faire son pain. Donc elle a voulu créer sa boulangerie bio avec donc tout le circuit du blé à la fabrication du pain. Donc elle a vraiment approché en main. Donc, et on en a de plus en plus, voilà, donc des adultes qui veulent s'installer avec un projet bien ficelé, bien réfléchi. Et donc, c'est pour ça que ces métiers de bouche, c'est pas forcément quelque chose qui peut être fait de formation initiale en sortant du collège. Bien sûr, il y en a beaucoup, c'est la majorité. Hein. Oui, c'est la majorité. Mais il y a à peu près un peu moins d'un quart de jeunes adultes qui sont là et qui viennent déjà avec un cursus scolaire qui est pas classique comme des apprentis qui ont commencé par un CAP. Et commencé par un CAP, qu'on a eu son CAP, qu'on a exercé quelques années auprès d'un patron, dans une entreprise. Hein. Est-ce qu'il est facile de revenir en formation pour justement partir sur de la création d'entreprise, de la gestion d'équipe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compliqué? Alors, si quelqu'un qui a un CAP de base, donc il peut revenir, oui, tout à fait. Il y a des adultes qui viennent 4-5 ans après avoir passé leur CAP. Donc, ils reviennent sur une formation diplômante, comme un brevet professionnel, par exemple. Donc, oui, c'est tout à fait faisable et ça arrive. Ils reviennent parce qu'ils se sont rendus compte que le CAP, si je prends par exemple les GMS, les grandes surfaces, souvent un professionnel, il a une grille de salaire qui est plus intéressante. Donc, ils peuvent être par exemple responsable de rayon, charcuterie par exemple. Avec un BP, ben, c'est beaucoup plus valorisant. C'est un peu de la promotion sociale. Donc, il va passer son BP pour pouvoir acquérir cette place-là. Donc, oui, ça se fait bien sûr. Et puis aussi celui qui a un CAP, même s'il revient, par exemple, pour passer, maintenant, il y a quelqu'un qui a fait un CAP boucher, il rentre chez un artisan qui travaille de la charcuterie, il veut passer son CAP charcutier, c'est tout à fait possible, mais il le fera en un an, puis il sera dispensé l'enseignement général parce qu'il l'a obtenu déjà sur son premier CAP, donc en un an, il peut avoir sa qualification de CAP charcutier. Donc il y a des diplômes comme les boulangers pâtissiers, parce qu'aujourd'hui, il y a moins en moins de pâtisseries pures, mais il en reste quand même quelques-unes, hein, mais souvent les boulangers font aussi de la pâtisserie. Donc souvent les boulangers passent un CAP boulanger et font un an après pour passer un CAP pâtissier, ou le contraire, ceux qui font un CAP pâtissier aussi se spécialisent aussi sur la boulangerie en un an. Voilà, donc après c'est cette espèce de cursus plus complet qui va les amener après à maîtriser l'ensemble de la partie production de ces métiers-là. Hein. Dans la restauration, on a aussi quelques cas comme ça, mais c'est des personnes, comme tu le disais, qui ont déjà un cursus et qui reviennent se former parce qu'ils ont un projet professionnel très souvent lié à une installation ou à la création d'entreprise. Par rapport aux jeunes, la plupart du temps, ceux qui poursuivent dans la foulée. Hein, globalement, ils ont fait un CAP. Après, on les incite aussi, hein, en leur disant tant que vous êtes dans les études, ça sera plus facile, vous continuez, vous avez fait un CAP, faites un brevet professionnel. En fonction du profil du jeune. Un jeune qu'on va sentir avec un petit manque de maturité encore, on va plutôt lui conseiller de nous faire une mention complémentaire sur un an parce qu'il va gagner un an. Et quand on gagne un an à 17-18 ans, souvent on gagne en maturité assez rapidement. Et après, ils partent. On a des jeunes qui font ça, hein, le CAP, l'AMC et le brevet professionnel derrière, ou alors des jeunes qui sont suffisamment mûrs pour faire du CAP au brevet professionnel directement. Mais les adultes, oui, parce qu'ils sont quand même plus âgés, ceux qui reviennent dans le cursus, on en a, mais c'est plutôt ça s'accompagne plutôt d'un projet. Ou alors, comme tu le disais, pour pouvoir avoir un diplôme, là, on va démarrer une formation de personnes qui sont déjà en cuisine, hein, qui sont déjà salariées dans une cuisine de collectivité, mais qui sont rentrées comme ça, qui se sont formées un petit peu sur le tas et qui n'ont pas le diplôme. Et pour pouvoir gagner en salaire, pour pouvoir monter en grade, ils sont obligés d'obtenir ce CAP. Et voilà, ça arrive de temps en temps. Alors là, par exemple, tu veux une question sur les bonnes notes en méthode de restauration. Alors les bonnes notes en méthode, oui, j'ai vu, oui, non, c'est une bonne question. C'est une bonne question, j'ai une bonne réponse.
c'est qu'il faut essayer de faire en sorte d'avoir des bonnes notes dans toutes les matières. Parce que dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, comme dans tous les autres métiers, on aime bien avoir des têtes bien pleines, bien faites et bien pleines aussi, parce que ce sont des métiers de contact par rapport au service, mais aussi par rapport à la cuisine. Les mathématiques par rapport à un cuisinier où on fait des conversions, on calcule des poids, de la densité parfois, voilà, c'est important. Le français, parce que si vous êtes un jour installé à votre compte, on vous demande de rédiger la carte ou d'aller écrire l'ardoise du menu dehors, et il faut autant que possible qu'il n'y ait pas de faute. L'histoire et la géographie, la géographie, j'ai envie de dire que dans les métiers de la restauration, c'est important par rapport d'abord parce que on est, je le disais tout à l'heure, le pays de la gastronomie. Donc, dans tous les coins de France, il y a des produits différents. On peut avoir la carte de France des fromages, on a la carte de France des vins, et aussi, en tant que, là, je prends la casquette d'une personne qui travaillerait en service en salle, conseiller d'un point de vue touristique son client sur ce qu'il y a à visiter dans la région où on se trouve, les sites touristiques. Donc, vous voyez, tout est important, y compris les langues, puisque dans ces métiers-là, on a, comme on est un pays quand même très visité par une clientèle étrangère, on a très souvent à s'exprimer le plus souvent en anglais, mais enfin, plus on maîtrise de langue, mieux c'est. Mais à minima, maîtriser l'anglais, c'est très important. Donc, vous voyez que le panel des matières dans lesquelles il faut être plutôt bien noté, moi, je dirais que tout est important. Est-ce que ce sont des métiers qui font voyager? Qui font voyager? Qui font voyager. Est-ce que, on est en France, pays de la gastronomie, oui, donc on a la possibilité de voyager à l'intérieur de la France. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi, ce sont des métiers qui permettent d'aller s'installer à l'étranger, tout simplement? Oui, est-ce que complètement. ce sont des possibilités facilitées, réussies? Quelles sont les... Alors, le savoir-faire français, c'est comme tout à l'heure, les métiers d'art, il existe vraiment aujourd'hui dans le monde entier. Là, dernièrement, c'est impressionnant, le Japon qui s'est attiré à la charcuterie française. On ne pouvait pas deviner que la charcuterie française allait faire une réputation énorme au Japon. Donc voilà, il y a des courants comme ça, mais ça a été la boulangerie, surtout en Australie, aux États-Unis. Les pâtissiers aujourd'hui français. Alors, il y a eu la grande période de la cuisine qui a été réputée dans le monde entier. Aujourd'hui, les pâtissiers sont reconnus dans le monde entier. Il n'y a pas aujourd'hui une semaine où il n'y a pas un reportage sur un pâtissier qui s'est installé à New York ou dans différentes villes. Là, c'était l'Asie. Un jeune pâtissier, en plus jeune. C'est intéressant parce qu'il avait 27 ans, jeune. Et lui, il a fait toute l'Asie. Et ça y est, il a installé à Hong Kong. Et donc, il a bien voyagé dans toute la partie Asie et une partie de la Chine, et il s'est installé à Hong Kong, et il a ouvert, et par les réseaux sociaux, je l'expliquais tout à l'heure justement, aujourd'hui Instagram, c'est malheureux, mais tout ce qu'on poste, donc toutes les créations, si on le voit dans le labo, il crée sa pâtisserie, et c'était intéressant, parce que dans le reportage que j'expliquais tout à l'heure, il y avait un pâtissier qui n'avait pas de boutique, il ne faisait que fabriquer, il emballait, il envoyait directement livré, donc il n'y avait plus d'espace de vente, mais il a fait sa réputation comme ça. Et cet autre pâtissier, il a 27 ans, qui s'est installé. Donc lui, c'est les réseaux sociaux qui lui ont, par ses créations, qui filmaient tout, a donné envie, il a ouvert et c'était parti. Donc je ne dis pas que c'est une majorité, mais c'est vrai que le savoir-faire, les métiers de bouche, ils commencent vraiment à bien s'exporter dans le monde entier. Mais voilà, il faut de la rigueur, parce que c'est important dans ces métiers-là. Il faut de la création, c'est sûr, mais un client, c'est un peu comme dans la restauration. Vous allez manger un gâteau chez un pâtissier, vous y allez, je ne sais pas moi, le 1er janvier. Si vous y allez au mois de mars, vous aurez acheté le même gâteau, il faut qu'il ait le même goût. Donc cette rigueur-là, voilà, il faut vraiment la respecter et c'est important. Et donc la création, si aujourd'hui, c'est la pâtisserie aussi, elle évolue. La boulangerie, la qualité du pain, c'est égal à la farine aujourd'hui, souvent, mais bien sûr le travail du pain lui-même. Mais voilà, c'est vraiment c'est le métier de la France. Voilà. Si aujourd'hui les métiers de bouche et la restauration, c'est quand même avant tout l'économie, on va dire. On voit dans la campagne électorale qu'on parle aujourd'hui du savoir-faire français dans les métiers de bouche. Comme ça, c'est quand même quelque chose qui a de l'avenir. Savoir-vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les villes de France, il y a des bouchers, il y a des boulangers, il y a des pâtissiers. C'est vrai qu'on peut aussi voyager facilement et trouver un travail ailleurs. Donc,
Mais c'est pareil, il y a la transmission du savoir-faire, c'est toujours pareil, la maîtrise du savoir, il faut la transmettre. Donc quand on est jeune, quand on rentre dans ce métier-là, il y a des maîtres d'apprentissage qui aiment transmettre leur savoir, qui le transmettent. Et cette richesse-là, on va dire, elle n'a pas de prix, parce que c'est ce qui va lui servir après à s'installer et reproduire ce qu'il a appris, et c'est ce qui va l'aider, en fin de compte, à construire sa carrière. Et donc ça, c'est gratuit. Enfin, voilà, donc ceux qui le donnent, et aujourd'hui, ce que j'expliquais tout à l'heure, les jeunes, ils ont tendance vraiment à partager beaucoup plus facilement des savoir-faire, mais c'est comme, voilà, il y en a beaucoup, mais en même temps, voilà, c'est vrai que ça s'est démocratisé. On a plus facilement des tutos sur certaines fabrications en pâtisserie ou même en boulangerie. On arrive à soi-même essayer de s'auto-former et de trouver des différentes techniques aujourd'hui plus facilement qu'avant avec les générations d'hier sur des artisans qui gardaient souvent des fabrications. Les médias sociaux. Oui. Alors, j'ai vu sur la crise sanitaire, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, en haut, les débouchés sont-ils toujours assurés dans des métiers depuis ce que j'expliquais, je ne sais pas, dans la restauration, c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être. En métier de bouche, c'est le contraire, parce que ça a bien marché, ces commerces de proximité se sont développés, donc ils recherchent c'est aujourd'hui des métiers qui sont en recrutement. Mais en restauration, je sais que. La restauration, c'est un petit peu récurrent. Il y a toujours eu des soucis de recrutement dans la restauration. Néanmoins, et la notion dont on parlait tout à l'heure, qui était la notion de mobilité, est très importante, puisque effectivement, on a coutume de dire que dans les métiers de la restauration, il n'y a pas de chômage et il y a du travail toujours. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut intégrer que le travail, il n'est pas forcément en face de la maison. Et que justement, pour continuer à progresser et continuer à acquérir des techniques nouvelles, savoir travailler des produits nouveaux, eh bien, il faut bouger. Peut-être dans un premier temps, commencer à initier sa mobilité en France. Il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Et puis, dès que c'est possible, effectivement, si on peut aller un peu à l'étranger, c'est une bonne chose. Parce que c'est là, justement, où on s'enrichit. On s'enrichit le plus. Après, la problématique de la restauration, je pense qu'elle est connue de tous. C'est un métier où contrairement à ce qu'on peut trouver dans les métiers de bouche, on ne commence pas forcément très tôt dans la restauration. On va commencer vers 9h à peu près en moyenne. Mais on va préparer pour le service du midi, les clients vont venir manger. Vers 14h30, 15h, globalement, on a une pause. On a une pause qui dure jusqu'à vers 17h, 17h30, 18h, ça dépend des restaurants. Et après, il faut revenir parce qu'il faut préparer, finir la mise en place pour le repas du soir, attendre la clientèle, servir la clientèle, et on termine globalement quand la clientèle elle a fini de dîner. Donc ça, c'est pas très populaire. Voilà, ça permet pas de vivre forcément, on va dire, dans la normalité, si tant est qu'il y ait une normalité, parce que je rappelle quand même qu'il y a plein d'autres métiers. Je pense aux métiers de la santé, où on travaille le soir, où on travaille le week-end, voilà. Et moi, je préfère qu'on parle d'un rythme de travail différent dans les métiers de la restauration. Après, on arrive à s'y faire, on n'arrive pas à s'y faire. Mais parfois, quand on est passionné, que petit à petit on prend goût au métier, on arrive tout à fait à passer. Mais c'est pas un métier plus difficile qu'un autre. Je pense qu'un maçon qui monte des murs au soleil toute la journée, c'est sûrement un métier difficile, pour le coup. Chaque métier a ses avantages, chaque métier a ses inconvénients. Ce qui plaît le moins dans la restauration, c'est le fait d'avoir un coupé au milieu et puis revenir le soir. Voilà, c'est ce qui plaît le moins. Maintenant, il y a moyen c'est une contrainte. Il faut en avoir conscience au départ. Quand on se plaît à faire son métier, que ce soit dans le service ou dans la cuisine, qu'on aime la compagnie de la clientèle, quand sa clientèle arrive, on l'accueille. Il y a une relation particulière qui se met en place entre le serveur et la clientèle. Le serveur n'est pas là que pour porter les assiettes. Et c'est peut-être là, parce qu'on a un déficit d'emploi, notamment sur le service, parce qu'on a une vue, à mon avis, qui est tronquée du métier de serveur, où on voit le serveur qui porte des assiettes, qui part en cuisine, qui court souvent et qui porte des assiettes. Mais c'est pas que ça, le métier de serveur.
le métier du service, du serveur ou de la serveuse, le métier du service en tout cas, c'est aussi accueillir la clientèle, conseiller son client, faire en sorte que le client soit en situation, le mettre à l'aise, le mettre en situation de passer un bon moment dans l'établissement, savoir le conseiller sur les produits, la provenance des produits, d'où les notions de géographie ou de connaissance des territoires, de pouvoir vendre, la notion de vente, puisque un serveur ou une serveuse, sont quand même les commerciaux de l'entreprise. Le chef de cuisine, le matin, il est allé au marché, il a trouvé des bars qui étaient magnifiques, et bien le serveur, il doit avoir l'argumentaire nécessaire pour aller vendre ces bars qui sont magnifiques et qui sont très bons. Donc c'est vraiment très riche quand on prend le métier de ce côté-là, c'est une richesse absolue. On dépasse largement le cadre simplement visible du porteur d'assiette. Moi, je me bagarre contre ça parce que c'est un métier à part entière aussi. Après, il y a tout le conseil au niveau des accords, de l'accord des mets et des vins. Conseiller plutôt sur tel poisson, sur le bar, puisque je parlais du bar, qu'est-ce qu'on va conseiller? Plutôt un vin blanc, de quelle région? On a des vins blancs des Pays de Loire, on a des Sancerre blancs, on a des vins blancs du côté du Bordelais, on a des vins blancs d'Alsace. Oui, on voyage, on fait voyager son client, on voyage soi-même, donc c'est quand même très intéressant. Et après, bon, ben voilà, je pense que quand on arrive quand on arrive à un degré de passion, et pour être passionné, c'est comme toutes les choses, il faut s'investir au départ, et à un moment donné, on est à un degré de passion qui fait que ben, le fait de travailler le soir et de déboucher plus tard, ça passe au second plan, quoi. Mais ça ne vient pas tout de suite, on ne peut pas claquer des doigts et décréter, ça y est, je suis prêt. Non, je pense que le chemin, il peut être plus ou moins long, mais si on a envie de s'accrocher, ça en vaut le coup, quoi. Donc je pense qu'effectivement, dans ces métiers-là, on peut vraiment faire des belles carrières. Il y avait une question concernant l'aspect financier de la restauration. Est-ce que les restaurants dans la restauration, on gagne bien sa vie? Quels en sont les salaires? Sur le même. Le nerf de la guerre. Sur le même, c'est. Alors, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre et que c'est important. Comme le disait Eric Adot tout à l'heure, il faut se laisser le temps d'évoluer. Je pense que les salaires, quand on sort de l'école, on a encore tout à montrer. On connaît le métier au travers de ce qu'on a pu apprendre, mais souvent les salaires sont au niveau du SMIC hôtelier dans la restauration. Et ensuite, au fur et à mesure, c'est un métier où on peut se voir confier des responsabilités. Donc vous allez rentrer comme serveur. Après, vous allez faire plusieurs mois, peut-être années, vous allez devenir chef de rang. Vous allez avoir la responsabilité d'une partie de la salle. Vous allez gérer votre périmètre, en quelque sorte. Donc là, les salaires augmentent également. Ensuite, en prenant un petit peu d'âge et puis d'expérience encore, on peut devenir maître d'hôtel, donc c'est autre chose. On a une appétence particulière pour le vin, on peut passer des mentions complémentaires en sommellerie, par exemple. Et bien, si on devient maître d'hôtel ou sommelier, c'est encore autre chose. On va avoir un salaire en conséquence. C'est difficile de donner un salaire comme ça parce que ça va dépendre de ses compétences, du temps qu'on a déjà passé pour les acquérir. Ça va dépendre de l'établissement dans lequel on travaille. C'est vrai qu'il y a une réalité économique et qu'un établissement, un petit établissement, je dirais, c'est pas péjoratif du tout quand je dis ça, mais c'est beaucoup le cas dans la restauration où on a des établissements qui sont plutôt des établissements familiaux, comme tu disais tout à l'heure. On va avoir le couple qui travaille ensemble avec peut-être un salarié et un ou deux apprentis. Donc les moyens financiers sont pas forcément les mêmes que quand on travaille dans une grande chaîne hôtelière ou dans des grands groupes hôteliers, où déjà la structuration du groupe fait qu'il y a des grilles de salaire, il y a des avantages, il y a des 13e mois, vous voyez, c'est vraiment changeant en fonction, de l'expérience qu'on a, de l'endroit où on va travailler, et il faut se laisser le temps d'acquérir mais c'est dans tous les métiers pareil, des compétences de façon à pouvoir prétendre à des salaires plus élevés. Je pense que là, pour l'instant, quand on sort de l'école, on est aux alentours du SMIC, et qu'en fonction de la rareté aussi et la difficulté à trouver des salariés, quand les entreprises peuvent le faire, les salaires augmentent. Un chef de cuisine, je pense qu'à peu près, globalement, un chef de cuisine ici en Charente, on est aux alentours de 1800 ou de 2000 € net.
à peu près. C'est encore une fois, c'est une fourchette large. Hein. C'est pas partout pareil. Mais c'est tellement fluctuant, c'est difficile. On peut pas dire, donner un salaire comme ça définitif, sauf si on prenait une grille de prétention salariale d'un grand groupe où là c'est tout normé. Vous arrivez, vous avez un niveau bac plus 2 et voilà, vous allez rentrer à tel indice. Voilà. Là, mais sur de la petite entreprise, c'est moins facile. Très bien. En termes de débouchés avec la crise sanitaire, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une dégradation ou est-ce qu'au contraire, la crise sanitaire a favorisé ces métiers de la restauration et des bouches? En métier de bouche, c'est plutôt le contraire. Ce que j'expliquais tout à l'heure, ça a plutôt développé, parce que ça a fait découvrir le commerce de proximité. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une tendance un petit peu à l'employabilité dans ce métier-là. Hein. Donc, ça a augmenté un petit peu. Et après, justement, en restauration. Ça a été un peu l'effet inverse parce qu'en fait, les restaurants ont été fermés. Et alors que les commerces de proximité, eux, ont continué à fonctionner. Donc, effectivement, il y a eu une activité en augmentation. Donc, il y a besoin forcément de main-d'œuvre. Les établissements de restauration ont été totalement fermés à un moment donné. Après, ont réouvert. Ont été fermés partiellement. Il y a eu quand même pas mal de choses. Donc, on était déjà dans un secteur un petit peu en difficulté par rapport au recrutement. Je pense que ça a généré un mouvement. Il y a des gens qui en ont profité, qui ont découvert autre chose et qui se sont dit, bah, après tout, moi j'ai plutôt envie de vivre autrement maintenant. J'ai découvert un métier, j'ai intégré la grande distribution, ou j'ai intégré d'autres métiers, et puis j'ai des horaires qui me conviennent mieux. Et puis, il y a d'autres personnes qui étaient dans d'autres secteurs d'activité, ou alors des personnes qui étaient en recherche d'emploi également, et qui se rendent compte que c'est un secteur qui est en plein recrutement, et qui se penche à nouveau sur la restauration. Mais il y a un vrai déficit dans le recrutement. Hein. Je crois que ça, il y a des grosses difficultés à recruter dans les métiers, peut-être plus en service encore qu'en cuisine. Moi, par rapport au campus et au pôle de formation que je dirige, sur la rentrée scolaire 2021, nous avons 28 offres d'apprentis, c'est-à-dire qu'on avait 28 entreprises en restauration qui cherchaient un apprenti en service, on n'a pas pu pourvoir parce qu'on n'avait pas les jeunes. C'est beaucoup. C'est jamais arrivé, je pense. Déjà l'année d'avant, c'était un petit peu une tendance à la baisse, mais là, c'est jamais arrivé autant. On avait 28 chefs d'entreprise, mais en Charente, hein, donc c'est local, hein, qui cherchaient à recruter un apprenti ou une apprentie en service. Ben, on n'avait pas les jeunes, on n'avait personne. Et nous, boulangerie, on a refusé. Voilà. On n'avait plus de place, c'est la première fois qu'on était complet. Tous les ateliers marchaient à 100%. Bon, on n'a pas refusé beaucoup, mais en tout cas, c'est la première fois où on était vraiment en boucherie pareil. Bon. Il y a eu, je ne sais pas ce que sera la rentrée prochaine, mais il y a eu les aides aussi à l'apprentissage qui ont joué, je pense, hein, pour le recrutement des apprentis. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est agréable, c'est que, alors c'est pour ça que je passe par rapport à cette question, justement, les inconvénients et les avantages sur la vie scolaire et l'apprentissage. Alors, on a quand même un profil de jeunes aujourd'hui qui ont plus un statut scolaire. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant des années, ce qu'on arrivait à avoir en apprentissage, c'était souvent des jeunes qui ne voulaient pas rester dans le milieu scolaire. Donc, ils allaient souvent en apprentissage parce que, on les orientait sur l'apprentissage, parce que c'était pas on dit voie de garage, mais je n'aime pas trop ça, on disait c'est une voie de garage. Aujourd'hui, on parle de filière métier, c'est-à-dire qu'on va en apprentissage parce qu'on veut être formé à un métier. Donc, on forme aussi à d'autres métiers dans les lycées, bien sûr, ou dans l'université. Et les métiers comme dans l'artisanat, donc c'est un des seuls moyens aujourd'hui de contact. Alors la différence, c'est vrai que quelqu'un qui est scolaire, c'est vrai qu'il va acquérir un peu plus facilement les savoirs, parce qu'en fin de compte, on forme de la même façon que dans un lycée, on passe les mêmes diplômes. Donc, sauf que nous, la différence, c'est qu'on appelle ça l'enseignement par alternance. C'est-à-dire qu'il faut que le jeune soit en capacité de vivre des périodes sur un calendrier d'une année scolaire. Nous, on les fait venir 12 semaines dans l'année. C'est-à-dire qu'il va venir une semaine au CFA, il va venir, et après, il sera 2 semaines en entreprise. Donc, cette gestion-là de l'alternance, il faut quand même qu'ils s'habituent. Mais souvent, les jeunes sont satisfaits parce que
ils aiment l'école, mais bon, être à temps plein, c'est pas forcément idéal pour eux. Donc, mais en même temps, ils aiment bien aussi s'insérer d'un point de vue professionnel et avoir une certaine autonomie, une certaine liberté, parce qu'ils sont, voilà, ils sont sortis de chez leurs parents, enfin, ils passent du temps dans l'entreprise, donc et, voilà, il y a une certaine, ils ont un petit salaire, voilà, ils ont un salaire de départ, et donc c'est toujours pour eux la façon. Et puis c'est vrai ils connaissent l'entreprise, parce qu'en 2 ans, ils ont quand même passé beaucoup plus de temps qu'un lycéen, mais ils ont quand même le même diplôme. Et c'est pour ça que sur l'employabilité, si on voit sur aujourd'hui les statistiques qui sont faites, ceux qui sont en apprentissage, ils arrivent plus facilement à trouver un travail. Enfin, on est à peu près, comme je disais tout à l'heure, 75% d'employabilité dans ceux qui ont choisi l'apprentissage. Mais par contre, bon, ceux qui sont rentrés dans un lycée auront peut-être des filières jusqu'au BTS, bac pro, BTS. On n'a peut-être pas forcément dans tous les CFA champs de métier par apprentissage. Donc ça dépend après ce qu'il veut faire, s'il veut s'orienter dans différentes manières. On a besoin de cadres, on a besoin de dirigeants dans ces entreprises, dans la restauration, et souvent les cadres, ils viennent souvent du lycée parce qu'ils ont continué leurs études. Ouais. Donc ils arrivent sur le marché, ils sont directement responsables. Et dans la partie, on va dire, CFA, c'est plus des futurs salariés. Mais ce qu'on expliquait tout à l'heure, par contre, quelqu'un qui a un niveau d'études et qui revient, lui, il pourra peut-être avoir la double chance, c'est de maîtriser le métier et d'avoir la compétence et d'être directement chef d'entreprise parce que justement, il aura un niveau d'études supérieur aux autres. Et aujourd'hui, on a des jeunes en formation initiale qui ont plus le statut scolaire. Donc, je pense que voilà, sur l'employabilité, ça sera mieux parce que voilà, ils ont des aptitudes plus faciles, enfin, qui sont un peu plus faciles pour acquérir les différentes compétences. Et entre autres aussi l'enseignement général qui est le même que dans les lycées. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait de concurrence parce qu'aujourd'hui, tout le monde, je pense, a ses effectifs. Voilà, donc après, c'est un choix du jeune qui a envie de travailler. Bon, après, bien sûr, il y a des jeunes qui ont des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas, c'est tout bête, ils n'arrivent pas à se lever le matin de bonne heure. Ils trouvent voilà, le métier pénible. Donc après, il y a peut-être une réorientation à faire pour certains. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des métiers de passion. J'ai vu la phrase tout à l'heure. Voilà, c'est les jeunes passionnés. De toute façon, quand on aime quelque chose, on le vit beaucoup mieux. Donc, c'est des métiers quand même de passion, c'est sûr. Parce qu'on crée quelque chose, on construit, on fabrique. Donc, c'est une autre démarche que d'autres métiers où on ne va pas forcément se produire quelque chose. Puis il y a une relation avec la matière. La matière, voilà, le goût, voilà, tout est la clientèle. C'est des métiers où on travaille la matière vraiment. Et cette matière a une histoire. Quand on travaille sur des produits, de plus en plus, on parle de produits locaux. Oui, et c'est vrai qu'on essaie, autant que faire se peut, de ne pas aller chercher ces légumes au bout de la région. On connaît souvent, on arrive à connaître le producteur. Donc là encore, si on connaît le producteur, on peut discuter avec lui, on sait comment il produit, il y a tout un échange. Et la passion dont tu parles, elle naît de ça aussi, du fait d'appréhender les produits de façon différente. C'est pas simplement 1 kilo de carottes, ça peut être 1 kilo de carottes, mais je sais de quel champ elles proviennent, comment j'ai discuté avec la personne qui les a fait pousser. Ça change tout déjà. Donc je pense que la passion aussi passe par là, par la communication, par le fait de rapprocher les gens aussi et les circuits courts et les produits locaux permettent. Et ça efface les aspects peut-être moins positifs qu'on a abordés tout à l'heure. Effectivement, c'est la passion qui donne envie et qui fait oublier les contraintes. Oui, puis ça personnalise, c'est moins, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus personnalisé, c'est moins anonyme, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émissions de télé, alors ça a été beaucoup sur la cuisine, après il y a eu beaucoup d'émissions sur la pâtisserie. Mais il faut quand même pas idéaliser le métier, enfin, il faut être comme réaliste. Hein, ce qu'on voit à la télé, c'est pas tout ce qu'on trouve dans les artisans. Voilà, souvent les jeunes sont attirés. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. Les jeunes sont attirés parce qu'ils voient des belles émissions, on fait des super gâteaux, des trucs extraordinaires. Ah, bien sûr, il y en a beaucoup qui en font. Mais des fois, il faut d'abord descendre. On va d'abord apprendre à entretenir l'atelier, à faire les corvées, pas forcément les plus agréables. Au début, c'est normal, un métier, il faut le connaître depuis le début jusqu'à la fin. Donc voilà, il y a une progression logique, mais on ne va pas tout de suite faire le travail le plus agréable qu'on va maîtriser forcément pas tout de suite. Donc voilà, et souvent c'est un petit peu trompeur ces émissions
parce qu'on a une image du métier qui est... Alors c'est sûr, il existe, hein, mais avant tout, c'est pas ce qu'on va trouver dès le début. Et surtout, il ne faut pas se décourager, parce que c'est pas... c'est comme dans la restauration, c'est pareil. On a peut-être une mauvaise expérience avec un employeur, enfin un maître d'apprentissage sur lequel on n'est pas satisfait, mais on peut très bien rebondir sur un autre. C'est tout à fait possible aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est lié avec un contrat d'apprentissage chez un employeur et que on n'est pas satisfait peut-être de ce qu'on peut apprendre. Aujourd'hui, il y a des médiatrices de l'apprentissage qui interviennent pour pouvoir essayer de négocier la rupture de contrat à l'amiable et puis de pouvoir trouver un autre employeur. Après, on les accompagne pour trouver un autre employeur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà, et puis les lieux de stage, c'est vrai que il y en a des lieux de stage, enfin, que ce soit la restauration ou dans les métiers de bouche, les artisans accueillent les jeunes. Souvent, c'est comme ça, c'est le déclic. Hein. Souvent, un jeune a fait un stage de troisième, par exemple, chez un pâtissier, et hop, il a dit tiens, c'est ce que je veux faire. Après, on le retrouve chez nous pour les journées portes ouvertes ou pour le FOF. Ça se trouve assez facile. Demain, par exemple, sur les 2 jours, on a souvent des jeunes qui viennent qui ont déjà fait des stages. Après, ils peuvent venir aussi dans le centre de formation. Ils vont être en immersion dans l'atelier pour observer un peu les différentes fabrications. Ils peuvent venir nous rencontrer, il n'y a pas de problème, on les accueille. On accueille déjà des collèges, comme vous, j'imagine, pour découvrir les métiers. Pratiquement, on est collégien, on souhaite faire un stage dans les métiers de bouche ou dans la restauration. Auprès de qui est-ce qu'il faut se renseigner? Je pense qu'il faut... Il faut pas hésiter à avoir une démarche personnelle. Alors, quand on est tout jeune, c'est pas facile, mais je pense que le rôle des parents, les parents sont là aussi pour accompagner leurs enfants, et qu'il faut avoir une démarche. Peut-être, on a un restaurant qu'on connaît, dont on a entendu la notoriété, on va frapper à la porte, et puis on dit, voilà, mon fils va faire un stage de troisième, est-ce que, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à y rencontrer, que ce soit les commerçants, restaurateurs ou des artisans dans les métiers de bouche, parce que la plupart aussi d'entre eux sont issus de l'apprentissage souvent. Donc ils ont connu cette démarche-là. Et enfin moi je vois les jeunes que l'on rencontre pour faire leur stage, ils rencontrent pas trop de difficultés à faire les stages dans les métiers de la restauration. Après, je pense qu'il faut communiquer. Moi, je trouve que les émissions télé dont tu parlais, je trouve qu'il y a des bons côtés à ces émissions-là parce qu'elles montrent quand même les bons côtés des choses. Parce que si on montre tout de suite un jeune qui va faire des tas de plonges comme ça, ça va pas l'attirer. Mais par contre, il ne faut pas leur mentir. Il faut leur dire, voilà, ça peut être une finalité. Quand vous aurez travaillé, quand vous vous serez investi, vous pourrez arriver à ces niveaux-là et à faire des choses comme ça. En attendant, le parcours, il existe, il est celui-ci. C'est pas facile tous les jours, mais accrochez-vous et peut-être que vous arriverez à ça. Et peut-être aussi que aujourd'hui, si on a un déficit dans les métiers du service, comme je le disais tout à l'heure, si on a les métiers de la cuisine qui sont montrés à la télé de façon très récurrente, avec bon nombre d'émissions, il y a la pâtisserie et les aliments, les métiers du service sont complètement absents. Oui. C'est pas la seule explication, mais c'est certainement une partie. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même montrer des choses plutôt sous la plus belle facette, oui, en expliquant que c'est pas que ça, mais il faut montrer les choses. Et les métiers du service n'ont pas cette possibilité-là aujourd'hui. Puis il y a un deuxième point sur lequel je pense qu'il faut appuyer un peu, c'est sur le point du savoir-être. On a des métiers où on a besoin. Les techniques, nous, on est là pour apprendre aux jeunes, nous et les employeurs, parce que c'est je dirais c'est un contrat à 3 quand même. Hein. C'est un contrat avec l'employeur, le jeune, le CFA. J'ai envie de dire même à 4 parce que quand le jeune est mineur, il faut que les parents soient présents. Et on s'est bien rendu compte que quand ces 4 entités-là étaient bien présentes autour d'un jeune, globalement ça fonctionne bien et on arrive bien à le faire progresser. Mais on est des métiers, aussi bien des métiers de bouche que de la restauration, il y a des savoir-être importants. Voilà. On doit savoir arriver à l'heure. Et arriver à l'heure, c'est pas 5 minutes après. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. On doit s'exprimer convenablement. On doit s'habiller convenablement. Ça, c'est dans ces métiers-là, c'est incontournable. Incontournable. On doit prendre soin de soi. On doit être propre. On doit se changer souvent. Voilà. C'est des métiers où déjà, quand on arrive dans ces métiers-là, eh bien, c'est une bonne chose que ces prérequis-là soient validés. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un critère qui est un des plus importants au recrutement.
un jeune qui a un savoir-être qui est correct aura un peu plus de facilité à trouver un contrat d'apprentissage. Ouais, parce que la La façon dont ils se présentent déjà en arrivant C'est ça, à premier c'est ça. contact. Hein, Ça, c'est très important. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus exigeants, je trouve, et ils ont raison, parce que il y a une relation d'équipe, donc il y a des choses ils sont des fois au contact de la clientèle, faut qu'ils restent propres. Voilà, il y a plein de conditions qui vont l'amener à se développer. Et vous parliez de stage. Dans le métier. Hein. Vous parliez de stage tout à l'heure. Ben, quand on se présente pour faire un stage, même si c'est le premier stage de troisième et qu'on a 15 ans, eh ben, on fait attention à soi. On arrive bien coiffé, habillé convenablement. C'est très important hein, parce que c'est souvent le premier contact compte. Important, c'est important. On voit un jeune qui se présente, qui est accompagné, on voit qu'il est encadré par ses parents, on voit qu'il a une tenue correcte. Voilà. Et bien déjà, je pense qu'il y a une partie du chemin qui est déjà bien engagée. C'est des métiers où rien que par l'observation, on peut vraiment progresser plus vite. Donc il faut être curieux aussi, il faut vraiment observer ce qui se passe à côté. Voilà, donc c'est des métiers où on peut vraiment apprendre tous les jours, on apprend quelque chose. Donc il y a un renouveau qui est très riche. Donc ça, mais il faut vraiment être curieux. Voilà, ça, faut pas hésiter à. Et puis la rigueur, ce que j'expliquais, c'est quelque chose qui est important dans ce métier-là parce qu'on doit produire toujours à peu près la même qualité et tous les jours refaire les mêmes produits, mais avec une qualité constante. Et ça, c'est une des qualités premières pour un employé. Un futur salarié, c'est ce que recherche un employeur en tout cas. Les patrons sont-ils sympas? Les patrons sont-ils sympas? Moi, c'est des c'est comme dans tout. C'est comme dans la vie, il y a des sympas. C'est sympa et des pas sympas. Après, c'est pas parce qu'ils sont pas sympas que c'est pas des bons patrons. Des fois, ça peut être aussi le contraire. Il faut aussi de la rigueur, ça, ce que j'expliquais, hein, mais. Ça dépend ce qu'on met derrière sympa. Voilà, le terme sympa, sympa. ça peut être, peut le mettre à plusieurs façons, mais en tout cas, un employeur, un patron, il est toujours exigeant, ça c'est sûr. Bienveillant, oui. Je crois que c'est une qualité incontournable pour un employeur, c'est d'être effectivement bienveillant. Ça ne veut pas dire forcément conciliant et accepter tout et n'importe quoi. Mais la bienveillance, oui, s'occuper, on accepte de prendre un apprenti. Eh bien, il faut un apprenti, ça va être à un moment, au moins au départ, il va falloir prendre du temps, il va falloir lui consacrer du temps. On ne peut pas attendre d'un apprenti qui soit opérationnel tout de suite, il arrive, il a 15, il a 16 ans, 17 ans, ben non, il n'est pas opérationnel. Donc il y a une multitude d'employeurs qui jouent leur rôle de tuteur, qui sont vraiment bienveillants, qui accompagnent le jeune, et puis petit à petit, ça se passe bien. Puis il y a quelque chose qui est important aussi, parce que c'est par rapport je compare ça aussi par rapport aux lycéens. Dans l'entreprise, on peut apprendre plein de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour travailler, parce que le mot travailler, c'est pas forcément apprendre. Travailler, c'est reproduire quelque chose. Mais à l'apprenti, il est bien en termes d'apprentissage. C'est-à-dire que la situation côté l'entreprise peut servir de base aussi de savoir et de compétences, et de connaissances qui va servir aussi au CFA. Donc on a un document de liaison qui s'appelle le livret d'apprentissage. Et donc souvent, l'enseignement dans les CFA ou pareil chez vous en CCI, on appuie sur ce savoir-là de l'entreprise pour que le jeune puisse puiser des connaissances qu'il va ramener sur ses cours, bien sûr, pour progresser. Donc il faut vraiment que le jeune se mette en situation aussi d'apprentissage dans l'entreprise. Et les tuteurs sont faits pour ça dans les entreprises, justement, et ils ont cet outil qui s'appelle le livret d'apprentissage pour pouvoir communiquer et aussi positionner le jeune de temps en temps sur les évaluations sur l'entreprise. Ça, c'est important parce que plus il va acquérir justement des compétences et d'être curieux dans l'entreprise, plus il va faciliter les évaluations qu'il aura au CFA dans les différents domaines. Que ce soit la pratique, la théorie, la technologie, toute la partie technologie aussi qui est importante, sur le matériel, sur l'hygiène, enfin sur plein de choses. Donc, pour en rester sur les patrons, est-ce qu'il y a une formation à l'attention des patrons, justement, pour apprendre à s'occuper, à suivre, à accompagner des jeunes apprentis? Oui. Est-ce que ça existe? Dans les métiers de la restauration, il y a le permis de former.
Pour pouvoir prétendre à former un apprenti, il y a des heures de formation à passer où on passe en revue un certain nombre de choses sur les contrats d'apprentissage, sur les droits et les devoirs des uns et des autres, de l'employeur et de l'apprenti, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les horaires respectés, etc. Il y a un permis de former dans l'hôtellerie et la restauration. Un métier de bouche, ça Non, existe. il y a la formation de tuteur, mais elle n'est pas obligatoire, comme ça a été mis sur la charte, quand vous allez faire la charte pour les hôteliers et restaurateurs. Nous, elle est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire, en tout cas. Donc, mais en tout cas, il y a quand même un suivi de la formation. C'est une bonne chose, parce que on peut être un très bon technicien, on peut très bien savoir faire les choses, mais transmettre le savoir, c'est pas forcément inné. Donc, puis il y a un certain nombre de choses à prendre en considération. Il s'agit de jeunes, très jeunes quand même, pour la plupart du temps. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, et ça revient sur le patron sans sympa ou pas. Le patron sympa, c'est pas celui forcément qui dit rien quand on arrive un quart d'heure en retard. Au contraire, je pense que c'est celui qui va recadrer, parce qu'il y a un rôle d'accompagnement en disant la vie dans l'entreprise, une attitude professionnelle, parce que nous, on parle de ça en CFA, on leur explique qu'ils ne sont plus ni au lycée ni au collège, qu'ils ont choisi de signer un contrat de travail avec une entreprise, parce que c'est un contrat de travail, le contrat d'apprentissage, et que de ce fait, on attend d'eux un comportement autre qu'un comportement de jeunes scolaires. Pour nous, ils sont salariés d'entreprise, donc on attend d'eux qu'ils aient un comportement professionnel, c'est-à-dire arriver à l'heure, avec son matériel, avec une tenue adaptée, d'avoir un comportement... voilà, on leur dit souvent, quand vous êtes ici, vous représentez votre entreprise. On dit souvent, tiens, on connaît les noms et les prénoms évidemment, mais on dit souvent c'est l'apprenti de chez Intel, donc attention à l'image que vous véhiculez. Et on attire vraiment leur attention là-dessus, parce que c'est quand même conséquent. Ça peut être lourd de conséquences, d'ailleurs, pour voilà, quelqu'un qui, quand on ne se comporte pas de la meilleure façon, c'est pas neutre. Et on trouve facilement des lieux de stage Oui, les lieux de stage, parce que les artisans et les commerçants, les restaurateurs jouent le jeu, ils ont l'habitude de les recevoir. Donc souvent, les jeunes commencent par ce qui est truc de proximité, c'est-à-dire les artisans qui sont proches de chez eux. Parce que souvent, il n'y a pas de mobilité chez les jeunes, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc ils vont sûrement chercher autour de chez eux, mais ils jouent tous le jeu. Je ne peux pas dire qu'ils ne jouent pas le jeu de faire des stages et de pouvoir les rencontrer. Après, on a nos conseillers en formation, donc ils peuvent contacter le CFA si on peut leur indiquer certains employeurs s'ils veulent. On sait lesquels a l'habitude d'en prendre, mais autrement, c'est rarement une difficulté. J'ai rarement entendu parler de quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver un lieu de stage. Donc, c'est rare. Alors, on a la possibilité aussi de les faire rentrer sur une certaine période s'ils n'ont pas trouvé d'entreprise de stage, enfin de contrat d'apprentissage, mais on les accompagnera pour en trouver au plus vite. Mais c'est quand même relativement rare. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeunes, souvent les employeurs, il y en a qui jouent le jeu, qui font la rentrée au mois de septembre, c'est-à-dire qu'ils vont signer leur contrat au mois de septembre pour une scolarité de 2 ans. Mais il y en a qui aiment bien les avoir des mois de juillet, donc souvent les collégiens sont en vacances. Mais bon, après, c'est à voir avec chaque employeur. Mais voilà, quand on parlait de vacances tout à l'heure, c'est des métiers des fois où juillet-août, on a besoin d'eux, et donc leur contrat vont jusqu'au 31 août de l'année, 2 ans après, ils finissent leur contrat. Et ce que j'expliquais, pour avoir des vacances, il faut au moins travailler 1 an, c'est 5 semaines de congé, sauf si l'entreprise est fermée, c'est qu'elle peut prendre ses congés avant. Mais bon, on n'a pas de principe aujourd'hui, donc ils sont quand même suivis avec cette médiatrice à l'apprentissage, ça arrive, donc on est au courant. Aujourd'hui, dans l'accompagnement de l'apprentissage dans les CFA, il y a quand même les chargés de mission sociale qui sont là pour être à l'écoute. Il y a des conseillers en formation qui sont là pour suivre le parcours. Donc, il y a la médiatrice de l'apprentissage, il y a tout un environnement aujourd'hui qui les accompagne. On a des lieux, des centres ressources pour essayer de les aider, ceux qui sont en difficulté. Il y a du soutien scolaire. Enfin, voilà, ça s'est vraiment développé aujourd'hui. Donc, on arrive à pallier à pas mal de choses sur l'accompagnement des jeunes dans les CFA. Une question qui concerne l'hostellerie, effectivement. On n'a pas forcément, c'était dans l'intitulé, on n'a pas forcément abordé ce point. Est-ce que vous êtes en capacité, vous, de... Sur l'hôtellerie pure ? Oui.
C'est-à-dire travailler dans un hôtel. Complètement. Voilà. Alors, justement, il y a une évolution du CAP, service en restaurant, on va l'appeler comme ça. Il s'appelait le CAP restaurant. Il y a quelques années, je crois qu'il y a 5 ans de ça déjà, que ça a évolué. Et on avait un CAP restaurant, on avait un CAP bar-brasserie, puis on avait un CAP hébergement. Donc, il y a eu une refonte de ces diplômes-là pour n'en faire plus qu'un. Et le nouveau CAP service, que j'appelle comme ça de façon rapide, en fait, c'est un CAP qui s'appelle le CAP service en hôtel, café, restaurant. C'est-à-dire que vous avez toute cette polyvalence, puisqu'on leur fait faire du service de restaurant classique, on leur fait faire du service en brasserie. Et aussi, nous, sur le campus, on a une chambre d'application. Et ils apprennent aussi certaines techniques liées à l'hôtellerie. C'est-à-dire qu'ils apprennent à faire un lit, ils apprennent à entretenir une salle de bain, ils apprennent à faire des petits déjeuners. Donc on a maintenant des jeunes qui sortent avec ce diplôme-là, qui sont des jeunes beaucoup plus polyvalents, effectivement. Et ensuite, ils travaillent. Il y a des restaurants qui ont des hôtels, mais pas tous. Hein. En tout cas, ils ont eu cette notion-là, d'apprentissage. Alors qu'avant, c'était une filière bien spécifique. Comment voyez-vous ces métiers dans 15 ans? Nous, on ne les voit plus dans 15 ans. Alors, la restauration, je ne sais pas. Je pense que ça va sûrement évoluer. Mais... on voit déjà une certaine évolution. Pour dans 15 ans, c'est difficile, mais on voit déjà par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 15 ans et ce que c'est devenu maintenant, on voit la nécessité, on en parlait tout à l'heure, de mobilité. Et je pense que si on regarde un peu dans le rétroviseur, nos parents, nos grands-parents, eux, ils trouvaient souvent leur emploi dans le village, chez le boulanger du coin ou chez le restaurateur du coin parce qu'ils le connaissaient. Maintenant, ça fait déjà pas mal d'années que ça a changé et il faut aller toujours un petit peu plus loin. Et je pense que maintenant, les jeunes, une des évolutions de ce métier-là, ce sera qu'on n'aura pas forcément le choix, il faudra bouger beaucoup plus et puis partir exercer cette profession dans d'autres pays aussi. Après, une évolution proprement dite... pardon. Moi, il y en a peut-être une avec la crise sanitaire, c'est la livraison des repas à domicile. Ouais. Il y a de plus en plus de restaurants qui se sont mis à réfléchir à ça, et c'est un chiffre d'affaires qui n'existait pas avant. Ouais. Donc, il y en a qui arrivent quand même un petit peu à développer cette vente. C'est vrai que c'est une facette nouvelle. Après, si j'espère, on a la chance que ça se calme un peu, cette histoire sanitaire. Je pense que ça, après, le plaisir de se faire livrer des plats, c'est déjà une bonne chose quand on ne peut rien faire d'autre. Mais quand on a la possibilité de sortir et d'aller au restaurant, je pense que... Ah oui, non, mais il ne faut pas les perdre. Dès qu'on va pouvoir... C'est un moyen supplémentaire. C'est une évolution. On peut faire les deux. Hein. Mais il y a des personnes qui préfèrent commander un repas, se faire livrer, mais de y aller aussi. Mais de temps en temps, de pouvoir manger quelque chose qui est fait dans un restaurant et le servir chez soi, pourquoi pas. Et c'est des choses qui n'existaient pas tant que ça avant la crise sanitaire. Tu en parlais tout à l'heure, les réseaux sociaux aussi. Oui, aussi. Le fait de fabriquer des choses et de les vendre via les réseaux sociaux, c'est vrai que ça n'existait pas. Et si les réseaux sociaux continuent à prospérer comme ça, peut-être que ça va être aussi une façon une évolution qu'on peut voir. Oui, alors ça, je l'ai vu, les robots chinois. Les robots, ça existe. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont développé. Alors, je ne sais pas s'il a regardé tout le reportage, mais la tête des pâtes, moi, je ne les aurais pas mangées. Mais bon, mais c'est vrai, ils ont développé des robots qui font cuire des pâtes automatiquement. Parce qu'à cause de la crise sanitaire, les plats arrivent en gros, comme ça, il n'y a pas de service. Et donc, on l'attrape, mais sans qu'il soit manipulé. Alors, croyez-vous que ça puisse arriver en France? Honnêtement, personnellement, j'espère que non. Hein? J'espère que non, ça n'arrivera pas en France. Mais parce qu'il y a tout le robot n'a pas goûté. La relation humaine, la relation humaine de ce métier-là, c'est avant tout un métier de relation humaine. Et non, moi j'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Non, ce qu'il y a, c'est on trouve maintenant des pizzas emportées avec des distributeurs automatiques qui vont cuire la pizza. Bon, ce genre de choses peut-être, mais je ne pense pas que la restauration, on va arriver à... Dans la Charente libre d'aujourd'hui, on a un restaurateur charentais qui fait ça. Qui a un distributeur et tu peux aller devant le restaurant, mettre des sous et prendre les plats cuisinés. Voilà. Donc c'est une autre façon d'avoir fait évoluer. Ça permet peut-être aussi de continuer à faire fonctionner l'entreprise d'une autre manière quand on n'est pas ouvert.
justement, pour régler le problème de la charge de travail et le problème des horaires, parce qu'il y a quand même maintenant pas mal de restaurants qui ferment, en tout cas sur la période hivernale, qui ferment le soir. C'est courant, hein, des restaurants fermés le lundi, fermés le mardi, mercredi, jeudi soir, c'est courant, puis on commence à réouvrir à partir du vendredi. Et peut-être que, mais là on n'est pas dans l'aspect robot dont on parlait tout à l'heure, mais là pour le coup, ça permet quand même à l'entreprise de faire du business, de travailler, de faire rentrer des sous pour faire fonctionner l'entreprise. C'est autre chose, mais j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un restaurateur qui se lançait là-dedans. Ça va se développer sûrement. Il y a de nouvelles technologies donc, qui se mettent au service de la restauration, qui les font évoluer. Peut-être l'avenir, effectivement, d'autres pistes. Écoutez, messieurs, merci pour vos échanges. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, la vidéo a été enregistrée. Elle sera disponible ce soir sur le site du FOF, et je vous invite à venir au FOF. Venir bien évidemment sur le site du FOF à partir de demain et après-demain pour rencontrer directement les professionnels que vous avez vus aujourd'hui et d'autres avec lesquels vous pourrez échanger directement. Merci, au revoir. Au revoir.